3 millénaires en arrière. Aujourd'hui, vous allez vivre dans vos tripes la bravoure, la gloire, l'amitié et la destinée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, vous allez pouvoir, comme vos ancêtres d'il y a plusieurs millénaires, vivre le théâtre. Le théâtre fut inventé par les Grecs afin que le public, assis dans le théatron qui a donné le mot théâtre, puisse extérioriser ses émotions afin de purifier leur âme. Ce nettoyage de l'âme s'appelait la catharsis. Aujourd'hui, vous allez donc vivre votre catharsis. Le public criait, rigolait et parfois pleurait. Mais jamais, cependant, jamais le public ne perturbait le spectacle avec des petits appareils hypersoniques. Et vous également, vous allez ne pas perturber le spectacle avec ces appareils. Mais également, ce soir, vous allez vous instruire. Vous allez vous instruire et ayez l'oreille attentive, car vous aurez à nous rendre des comptes tout à l'heure. Nous sommes ici prisonniers depuis 3000 ans. Seule la boîte de Pandore pourrait nous libérer. Silence!
Maudit Cyclope, maudit Zécatoki, maudits soient les humains qui nous ont trahis en cessant de nous vénérer. Mon frère, regarde la boîte. Il y a un message à l'intérieur. Rendez-vous à Knossos et je vous rendrai votre puissance. Que faisons-nous? Nous allons remonter à la surface pour pactiser avec Hadès. Ensuite, nous retrouverons le pouvoir et nous reprendrons l'Olympe. Je savais qu'Hadès était le meilleur de nos enfants. C'était ce qui lui a amené à se rebeller. Mais mes frères et sœurs, pour réussir, il faut retrouver nos aptitudes. Je ne sais même plus qui je suis. Moi non plus, je ne connais même plus ma forme. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, car si vous vous souvenez de qui vous êtes, votre puissance ressurgira. Nous t'écoutons, ma sœur. Qui sommes-nous? Tu es Rhea, Titanie de la fertilité et des générations. Jadis, tu régnais sur l'univers. Ah oui, je me souviens maintenant. À moi la force des générations à but. À moi la force des générations. Tu es Chronos. Son époux, notre frère cadet. Maître du temps, tu tuas notre père, Uranus, et pris ta place au sommet de l'univers. Mon pouvoir revient. À moi le temps. Tu es Thémis, Titanie de la justice. Tu pèses l'âme de tes ennemis et les condamnes. À moi la balance divine. Tu es Théia, Titanie des métaux. Tu tranches tes ennemis en 1000 morceaux. À moi le tranchant des lames de métal. Tu es Thétis, Titanie des mers et des créatures marines. Oui, à moi les créatures. À moi les océans et À moi. tu es Hyperion, titan de la lumière céleste. Ton nom signifie celui qui est au-dessus. À moi le sceptre de la lumière. Je suis prêt à me venger. Il a raison. Allons-y maintenant. Notre vengeance sera terrible. Nous détruirons l'univers. Les titans se préparent maintenant à rejoindre la surface. Ils se dirigent vers Knossos, capitale de la Crète où règne le roi Minos. Ô Ecclésia, ô public, je t'exhorte maintenant d'écouter cet enseignement afin que plus tard je puisse t'interroger. La Grèce antique, une culture commune. Lorsque l'on parle de Grèce antique ou de monde grec antique, on fait référence au développement d'une civilisation dans les environs
de ce qui est devenu la Grèce, mais à l'époque de l'Antiquité. Pour rappel, l'Antiquité, c'est la première période de l'histoire. Elle débute avec l'invention de l'écriture, on dit généralement vers moins 3000, et elle se termine à la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Alors qui sont ces Grecs de l'Antiquité ? Ce sont des populations qui partagent la même culture, c'est-à-dire les mêmes traditions et coutumes. Les Grecs partagent aussi la même langue et la même écriture. Ils appellent barbares tous ceux dont la langue maternelle n'est pas le grec. Les Grecs connaissent tous les récits de l'auteur Homère qui écrit des poèmes comme l'Iliade qui raconte la guerre contre la ville de Troie. Les Grecs disaient Ilion pour qualifier cette ville, d'où le nom d'Iliade pour le récit qui raconte ses aventures. Alors c'est l'histoire de la belle Hélène, épouse du roi de Sparte, enlevée par Paris, un prince troyen séduit par la beauté de cette femme dont on disait que seule la déesse Aphrodite, déesse de la beauté, était plus belle qu'elle. Humiliés, les Grecs font la guerre à la ville de Troie, parmi eux le plus fameux de leurs guerriers, Achille. Ce dernier défie le chef troyen et frère de Paris, il s'appelle Hector. Il le défie donc en combat singulier et le tue. Mais les Grecs ne parviennent pas à s'emparer de la ville. Homère raconte qu'ils ont alors l'ingénieuse idée de fabriquer un cheval de bois géant qu'ils abandonnent devant la cité. Les Troyens croient que les Grecs ont renoncé et que c'est un cadeau de leur part. Ils déplacent le cheval à l'intérieur de Troie et font la fête pour célébrer la fin des 10 années de guerre. Ils ignorent qu'à l'intérieur du cheval, des soldats grecs se sont cachés pour s'emparer de la ville. Ils sortent au cours de la nuit, ouvrent les portes de la cité à l'armée grecque qui s'engouffre alors dans Troie, tue les soldats troyens et détruit la ville. Homère écrit aussi l'Odyssée, qui raconte les aventures d'un héros, Ulysse. C'est lui qui avait eu l'idée du cheval de Troie. Et alors que les Grecs ont tous rejoint leur patrie, Ulysse, lui, erre encore sur les mers où il vit toutes sortes d'aventures périlleuses. Ces histoires, les Grecs se les racontent, elles forment une partie de leur identité grecque commune. Leurs savoir-faire sont aussi partagés. Par exemple, ils ont une manière quasi identique de construire des bâtiments, de sculpter, de peindre ou de s'habiller. Ils ont aussi les mêmes loisirs, ils aiment aller au théâtre, ils pratiquent le sport et s'affrontent dans des compétitions communes. Toutes ces choses font qu'ils forment une civilisation, même si nous le verrons, ils ne sont pas réunis dans un seul pays. Maintenant, nous voici dans les Cyclades, où Héraclès, Antiope et Nausicaa prennent une retraite paisible et tranquille. La mer est belle. Son bleu est aussi profond que la tristesse de mon cœur. Et son odeur aussi fraîche que l'espérance de revoir un jour ma femme Mégara. Je comprends ta tristesse, Héraclès. Mais souviens-toi que ta femme et tes enfants reposent dans l'Hadès et ne sont plus dans leur tourment de leur vie passée. Que t'arrive-t-il, Héraclès? Toi, le guerrier à la force légendaire, moi, Antiope, l'Amazone rapide comme l'éclair, et Nausicaa aux 1000 stratégies, ne formons-nous pas une équipe légendaire? Les aventures, le danger, la gloire. Non, vraiment, cela ne me manque pas. Eh bien, tu as tort, car nous sommes là à notre place. Antiope a raison. Ne regrette pas le temps passé, car tôt ou tard, il te rattrapera. Nous t'avons aidé à effectuer tes 12 travaux. Au départ, tout le monde pensait que tu les avais accomplis seul. Cerbère, par exemple. Te souviens-tu quand, lorsque je courais sur son dos et qu'il me cherchait, Nausicaa lui jeta des boules qui le démangèrent, et toi, tu en profitas pour lui attraper ses gueules et les lui briser? Et les écuries d'Augias, quand j'ai eu créé un liquide qui décrassa le marbre, et quand tu courais afin de créer un tourbillon qui emporta la poussière. Oui, Nausicaa, Antiope, vous avez 1000 fois raison. Vous m'avez aidé pendant ces terribles épreuves et je vous en suis reconnaissant. Mais maintenant, le monde est en paix et personne ne viendra nous déranger. Alors, je pense... Héraclès,
Antiope, Nausicaa, c'est bien vous? Qui es-tu? Que veux-tu? Mes amis, nous avons de graves problèmes. Je suis Pélagie, une potière de Knossos. Knossos, la ville du roi Minos, où Thésée vainquit le Minotaure et où Dédale est prisonnier. Ça sent l'aventure. Je ne sais pas ce qui t'amène ici, mais en ce qui me concerne, je suis prête à tout. Antiope, ne sois pas si impatiente. On doit d'abord en savoir plus. Je suis bien Héraclès, mais je ne m'attendais pas à ta visite. Ta renommée ainsi que celle d'Antiope et Nausicaa sont connues dans toute la Grèce. Quel est votre problème? Nous t'écoutons. Je t'en prie, allons à l'intérieur. Très bien, je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Écoutez. Nos trois héros ont donc décidé d'aider Pélagie à résoudre ce problème. Ô Ecclésia, ô public, je t'exhorte maintenant d'écouter cet enseignement afin que plus tard je puisse t'interroger. La Grèce antique situait le monde grec. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de l'Antiquité, les Grecs s'installent au-delà des frontières de la Grèce actuelle. La Grèce antique, c'est donc plus grand que la Grèce d'aujourd'hui. Des cités sont fondées jusqu'au sud de la France. Par exemple, la ville de Marseille a été fondée par des Grecs venus de la cité de Phocée. D'ailleurs, on surnomme toujours Marseille la cité phocéenne. D'autres villes sont fondées jusqu'en Espagne, dans le nord de l'Afrique ou dans le sud de l'Italie, alors appelée Grande Grèce. D'autres le sont à l'est, sur le territoire de la Turquie actuelle, alors appelée Grèce d'Asie, pour les côtes, sur lesquelles des villes grecques se développent, et Asie mineure, pour l'intérieur des terres. Les Grecs ont fondé beaucoup de colonies, c'est-à-dire de cités nouvelles contrôlant des territoires éloignés de la métropole, nom donné à la ville d'origine d'où sont partis les colons. Ce qui explique que les Grecs soient partis de chez eux pour s'installer ailleurs, créant des colonies autour de la Méditerranée, c'est notamment le besoin de trouver de nouvelles terres à cultiver. Les Grecs désirent également entrer en contact avec des régions capables de leur fournir les produits qui leur manquent, comme le bois, les minerais ou les céréales. Il faut bien se rendre compte que les montagnes couvrent 80% du territoire grec, rendant les déplacements sur terre difficiles. Il y a aussi de nombreuses îles. La mer est donc une véritable voie de circulation. Les Grecs sont d'excellents navigateurs, même s'ils préfèrent longer les côtes plutôt que s'aventurer en haute mer. La plupart des bateaux grecs portaient un gros œil peint de chaque côté de l'avant du navire, c'est-à-dire de la proue. Les marins croyaient que ce regard fixe permettait d'éviter le mauvais sort et les protégeait en mer. Les plus gros vaisseaux de guerre étaient appelés trières. De chaque côté du navire, 3 rangées de rameurs, pour un total de plus de 150 hommes, faisant avancer le navire au son du joueur de flûte qui donnait le rythme pour que les rames ne se mélangent pas. Le développement, grâce aux colonies, des échanges commerciaux entre la Grèce et ses voisins de la Méditerranée favorise la diffusion de la civilisation grecque, principalement sur les côtes de la Méditerranée. Je vous propose de revoir ce qui s'est passé avant que Pélagie n'aille chercher les héros. Regardez cela. Priez la déesse Athéna. Faites-lui des offrandes pour que s'arrête ce tourment qui nous frappe. Nos offrandes ne suffisent plus. Les enfants de 3 ans sont endormis d'un profond sommeil. Comment calmer sa colère? Des bœufs, des agneaux que nous ne consommons pas. Les parfums que nous répandons sur l'autel et l'olivier. Nous avons tant offert à la déesse. As-tu une idée, ô Dédale, grand architecte et sage? Tes prévisions sur le malheur se sont avérées justes. Nous te faisons confiance. Sans Athéna, notre infortune serait bien pire. Il nous faut continuer à lui faire des offrandes. Nos provisions se consument devant nos yeux et nous perdons de la puissance face aux cités voisines. Nous. Ton
statut de roi ne te permet pas de mettre en doute la parole d'une prophétesse d'Athéna. Épiclès, qu'en penses-tu, toi qui es un sage armé venu de Tarnantène? Je suis très contrarié par ce qui nous arrive. Nous devons suivre les décisions de la déesse. Apollon m'a cependant fait savoir, lorsque je suis allée à Delphes, que le malheur était en partie la faute de quelqu'un parmi nous. Qu'a fait cet Apollon dernièrement pour nous? Athéna est la déesse que le père de Minos vénérait et qui lui a fait gagner la bataille contre les Égyptiens il y a 20 ans. Comment peux-tu l'oublier? Ce n'est qu'une petite potière. Non, vraiment, ne pensons pas à cet Apollon. Procédons au rituel. Catanou, Minos, Demos, Inodes, Kinetozoula de Randios. Mais c'est terrible! Minos, mon époux, c'est ton nom que j'ai entendu! Octavia, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que cela signifie? Hippolyte, si j'ai bien compris, Athéna souhaite que Minos lui fasse une offrande, ainsi que tout son peuple, afin qu'elle nous pardonne et que se calme sa colère. Également, elle souhaite que nous apportions toutes ces offrandes à l'intérieur du labyrinthe de Dédale. Dédale, je comprends l'auteur de la demande d'Athéna, mais sauras-tu nous conduire au cœur du labyrinthe? Je connais ce labyrinthe dans les moindres recoins. Je vous donnerai le plan. Vous devriez commencer la procession vers le labyrinthe. Déposons là nos offrandes et allons tous nous coucher. Il a raison. Lors d'un tel sacrifice, personne ne doit rester éveillé. Ce serait comme une offense pour la déesse. Seul le roi et la prêtresse pourront se rendre dans le labyrinthe. Nous comprenons tout à fait. Nous irons nous coucher après avoir fait les offrandes à la déesse. Nous espérons que tu en feras de même, Pélagie. Il ne faudrait pas que tous nos efforts soient gâchés. Mais bien sûr, voici des pistes là. Le collier de ma mère. Des pierres précieuses. Des sandales de cuir. Des peaux d'animaux. Une amphore, la dernière qui me reste. Et vous ne mettez rien? Tout le monde doit participer si nous souhaitons en finir au plus vite. Non, non, pas du tout. Tout ceci ne concerne rien les étrangers. Maintenant, allons-y. Je compte sur vous pour rentrer chez nous. Je vais accompagner nos hôtes au palais. Merci à vous. Vous avez contribué au sauvetage de notre cité. Merci, ma reine. Au revoir. Bonsoir. Mon ami, regarde, Pélagie va pas se coucher. Tu as raison, la faute. Suivons-la. Elles ne sont plus là. Elles sont parties se coucher. À présent, faites votre travail, titans. Que les méfaits du temps s'accélèrent sur les habitants de la Crète. Que les générations à venir soient maudites et qu'ils ne coûtent pas des aînés. Que la justice les condamne tous, qu'il ne leur soit fait aucune pitié.
arme soit levée et qu'elle tranche tout ce qu'elle croise. Que les créatures de l'océan s'apprêtent à dévorer tous les marins. Que la lumière abandonne cette île et que les habitants sont dans le désespoir. Tais-toi, vos mots résonneront dans la boîte de Pandore. Dans combien de temps ces malédictions prendront-elles effet? À la prochaine pleine lune. Eh bien, je vous annonce qu'à la prochaine pleine lune, vous retrouverez pleinement vos pouvoirs de titan. Et nous détruirons les Olympiens. Je dois les empêcher à tout prix. Ô Ecclésia, ô public, je t'exhorte maintenant d'écouter cet enseignement afin que plus tard je puisse t'interroger. La Grèce antique, les guerres médiques. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc vers -500, un puissant empire s'oppose aux cités grecques, l'Empire perse. Son territoire se situe à l'est, principalement sur ce qui est devenu aujourd'hui l'Iran. Les Perses veulent punir Athènes d'avoir aidé les cités de Grèce, d'Asie lors de révoltes contre les Perses qui dominaient cette région. Le puissant empire perse de Darius veut également étendre son influence sur la Grèce. Face à la puissance perse, la plupart des Grecs acceptent cette domination, sauf Sparte et Athènes. Après plusieurs conflits, que l'on nomme les guerres médiques, les cités grecques sont victorieuses. La bataille de Marathon en -490, qui a lieu près d'Athènes, illustre bien leur résistance. De nos jours, vous le savez, un marathon, c'est une longue course d'une distance traditionnelle d'environ 42 km. C'est des guerres médiques que vient cette course. En effet, on raconte qu'un Athénien aurait parcouru cette distance de 42 km pour annoncer la victoire à sa cité. Après avoir annoncé « Nous sommes victorieux », il serait mort de fatigue. La bataille de Marathon marque la fin d'une première guerre contre les Perses. L'Empire perse attache finalement peu d'importance à cette défaite. Sa puissance reste totalement intacte. Quelques années plus tard, les Perses reviennent à la charge, bien décidés à punir une bonne fois pour toutes les Grecs et Athéniens en tête. Lors de cette guerre médique, l'incroyable résistance des soldats spartiates lors de la bataille des Thermopyles en -480 est restée inscrite dans l'histoire. Les 300 guerriers du roi Léonidas parviennent à résister plusieurs jours face aux milliers, aux dizaines de milliers de soldats perses du successeur de Darius, son fils Xerxès. Bon, à la fin, les 300 Spartiates meurent, Léonidas compris, mais leur sacrifice a permis aux autres Grecs d'organiser leur défense, Athènes en tête. Cependant, Xerxès avance en territoire grec et prend même Athènes, dont les habitants ont été préalablement évacués. Mais pas tous, ceux qui sont restés seront massacrés et la ville va être incendiée. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle bataille marque un tournant dans le conflit, la bataille de Salamine, en -480. Plus de 1000 navires de guerre perses s'avancent contre les 380 bateaux grecs, les fameuses trières comportant 3 rangs de rameurs. Les Grecs sont commandés par un Athénien, Thémistocle.
attirant les Perses trop confiants en la victoire dans un étroit canal. L'avantage du nombre ne compte plus et la qualité des navires grecs, plus maniables, fait la différence. C'est un coup dur pour l'Empire perse, mais son armée reste très puissante et son empire intact. Les Perses se retirent pour l'hiver, projetant de reprendre les combats au printemps suivant. Xerxès, estimant avoir atteint son but en détruisant Athènes, retourne en Perse. Les combats reprendront bien, mais finalement, les deux camps négocient et la paix revient entre la puissance perse et les cités grecques. C'est la fin des guerres médiques. Nos héros, pendant ce temps, accompagnés de Pélagie, ont pu rejoindre le port de Santorin et s'apprêtent à partir pour la Crète. Nous repartons à l'aventure. Ça faisait longtemps. Ces frigoules, je ne sais pas qui ils sont. Mais c'est dommage que tu n'aies pas entendu comment la reine les a appelés. Pour avoir de tels pouvoirs, ils doivent être au moins des demi-dieux, comme toi, Héraclès. Sortez! Ah! Vos amis, Andromaque, que faites-vous là? Vous m'avez suivi? Pitié, Héraclès, ne nous tue pas, nous sommes des amis de Pélagie, nous voulons vous aider. Sera Pélagie? Si vous êtes des amis, pourquoi n'êtes-vous pas venus directement avec elle au lieu de vous cacher? Nous sommes désolés de t'avoir maltraité, Pélagie, mais nous croyons que tu souhaitais la perte du village car tu te montrais méfiante envers la reine. Et puis, tu n'es pas allé te coucher après avoir fait les offrandes à la déesse. Alors nous t'avons suivi. Et c'est là que nous avons vu nous aussi. Qui ça? Les titans. Alors ceux qui étaient avec la reine étaient les titans? Ouh, Pélagie, te voilà. Le bateau nous attend. Qui était-ce? Elle a l'air chouette. Oh, regardez le bateau là-bas. Il est trop beau. Venez, nous parlerons de tout ça pendant le voyage. Montez à bord, les gars. Tous à bord. Venez, un matelot, hissez la grande voile. Regardez ce soleil, n'est-il pas magnifique? Écoutez les chants, donnez-moi la notion de ça, Et voici des journaux nouvelles. Le collage de Rhodes a traité les 40 mètres de hauteur et disparaît de son nid en une seule nuit. Impossible. Si, et tout le monde ne parlait que de ça. Encore, sans doute l'œuvre d'un dieu.
Ô Ecclésia, ô public, je t'exhorte maintenant d'écouter cet enseignement afin que plus tard je puisse t'interroger. La Grèce antique, le polythéisme. Comme beaucoup de civilisations de l'Antiquité, les Grecs vénèrent plusieurs dieux et déesses. Ils sont polythéistes. Immortels et ayant de grands pouvoirs, ces dieux ressemblent aux humains car comme eux, ils ont des qualités et des défauts que l'on découvre dans des récits que se racontaient les Grecs. C'est ce que l'on appelle la mythologie grecque. Les Grecs pensaient que les divinités dirigeaient le monde et décidaient des vies de chaque homme. Pour les Grecs, les dieux n'ont pas créé l'univers, ni les hommes. Ils ont eux-mêmes été créés. Ils n'ont pas toujours existé, ils ne sont pas éternels, mais seulement immortels. Les anciens Grecs priaient des centaines de dieux, mais 12 d'entre eux étaient plus importants. Zeus était le chef des dieux. Il régnait sur le ciel et commandait aux nuages et à la pluie. Les Grecs croyaient que lorsque les feuilles de chêne frémissaient dans le vent, c'était Zeus qui parlait. Il mieux valait ne pas le mettre en colère, sinon il tonnait et lançait des éclairs en direction de la terre. Il a condamné Atlas, l'un de ses ennemis, à supporter le poids du monde sur ses épaules pour l'éternité. C'est de là que vient le nom des livres de géographie, les Atlas. Quand il était content, il savait aussi récompenser ceux qui l'avaient satisfait. Zeus était marié à la déesse Héra, mais il était infidèle et c'est le moins qu'on puisse dire. Il tombait sans arrêt amoureux d'autres femmes. Héra était la déesse du mariage et des femmes mariées et était très jalouse des conquêtes amoureuses de son mari. Héra et Zeus se disputaient souvent et ils faisaient trembler le ciel. Héra ne pardonnait pas facilement. Elle passait son temps à se venger des maîtresses de son mari. Un jour, partie à la recherche de Zeus, qu'elle soupçonnait d'être avec l'une d'elles, elle fut distraite par une belle jeune fille très bavarde nommée Écho. Héra étant retenue par Écho, la maîtresse de Zeus en profita pour s'enfuir. Héra fut très en colère. Elle punit Écho en lui interdisant à jamais de parler. Elle ne pouvait que répéter le dernier mot qu'elle entendait. Le mot écho provient de ce mythe. Les Grecs croyaient aussi aux monstres, aux êtres fantastiques et aux pouvoirs magiques. Par exemple, les gorgones pouvaient transformer les hommes en pierre, les sirènes envoûtaient les marins par leur beauté et leur chant. Ne pouvant y résister, les équipages fonçaient sur les rochers et coulaient les sirènes, tuant les survivants. Dans l'Odyssée, Ulysse s'attacha au mât de son bateau et demanda à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire pour éviter la tentation des sirènes. Les Grecs croyaient aussi que les déesses de la nature, les dryades, vivaient au cœur des forêts, dansant, une hache à la main, prêtes à frapper quiconque s'en prendrait à leurs armes. Des prêtres et des prêtresses gardaient les bois sacrés et priaient les dryades. Ensuite, ils écoutaient le bruit des feuillages, censé être la réponse des déesses, et l'interprétaient. Avant même l'arrivée de nos héros, de sombres personnages ont déjà prévu de leur jouer un bien mauvais tour. Regardez donc ce qu'ils mijotent. Une fois qu'il sera là, nous l'attirerons dans un piège et le sacrifierons. Tu oublies qu'il est immortel. Les demi-dieux deviennent mortels lorsqu'ils abusent de boissons. Quand cela arrive, leur force les quitte et ils redeviennent de simples humains. J'ai hâte de voir que vous, un demi-dieu. S'ils souhaitent se mesurer à moi, je le réduirai en poussière. Et je le trancherai avec mes lames de métal. Un seul détail. Comment allons-nous nous rendre ivres? D'autant plus qu'il est accompagné, je crois, de 2 amis aux grandes capacités. Les 5 mortels, tu ne devras pas te faire tant de soucis.
Hyperion. Il ne faut cependant pas oublier que nous n'avons pas tous nos pouvoirs tentants. La moindre erreur pourrait nous être fatale. Alors, tâchons de ne commettre aucune erreur. Roulons, Yves, nous allons organiser une grande fête. L'inviter à boire, lui et ses amis, et les mettre au défi. C'est comme cela que les humains agissaient avant que Dieu célestien envoie le déluge. Excellente idée, mesdemoiselles. Tes capacités semblent de loin être les plus préservées de nous tous. Mais ma chérie, ne t'énerve pas, ce n'est que temporaire. Quand Héraclès arrivera et que les titans s'en débarrasseront, tout redeviendra normal. Que se passe-t-il, roi Minos? Ma femme trouve l'odeur de la ville insupportable. C'est à cause de la famine que nous provoquons. Ta femme trouve l'odeur insupportable? Sache que jamais on m'avait traité de la sorte. Ce matin, encore 10 camâtres de bœuf se décomposaient devant ma fenêtre. Tout ça parce que tu es incapable de mobiliser des hommes pour les en empêcher. Ah! Si seulement mon âme était un titan, fort, intelligent. Hippolyte, ne t'avise pas de t'approcher de mon frère et époux, car je les garde jalousement. Et d'ailleurs, peut-on savoir pourquoi une reine des Amazones peut-elle quitter son peuple pour aller épouser Minos? Tout simplement pour pouvoir me venger d'Héraclès qui m'a volé ma ceinture. Quoi? Alors c'est pour cela que tu m'as épousée? Silence, j'entends du bruit. Les amis Héraclès, Antilope et Nausicaa sont arrivés. Perséphone est conduit jusqu'à nous. N'oubliez pas qu'aux yeux de tous, je ne suis pas Hadès, mais Dédale, grand architecte, et que Perséphone et Octavia, grande prophétesse d'Athéna. Titan, allez vous cacher! Voici la salle du trône. Tous les plans ont été conçus par Dédale, en personne. D'ailleurs, il vous attend. C'est impressionnant! Bienvenue mes amis, voici le roi Minos et la reine Hippolyte. Hippolyte? Je vois que vous vous connaissez. Oui, nous avons eu affaire. D'ailleurs, je vois que tu as toujours cette belle ceinture que tu m'as empruntée. Il souhaite la rendre, noble reine. Ah bon? Il te l'avait prise seulement car son cousin l'exigeait. Mais il n'en avait aucune utilité, alors la voici. Oh, eh bien, merci. Pourquoi êtes-vous venu? Est-ce encore un des travaux qui vous est demandé de faire? Pas du tout, noble roi. Ils étaient fatigués de leurs exploits et avaient entendu parler du calme et de l'hospitalité de la Crète. Vous avez bien raison, même si nous avons quelques problèmes en ce moment. Nous gardons notre hospitalité qui fait notre renommée. D'ailleurs, Octavia, grande prophétesse d'Athéna, n'as-tu rien annoncé à nous inviter? Non, pas du tout. Oh oui, bien sûr, nous avons organisé une fête ce soir pour nous souhaiter la bienvenue parmi nous. Une fête? Génial! Merci, roi Minos! Ô Ecclésia, ô public, je t'exhorte maintenant d'écouter cet enseignement afin que plus tard je puisse t'interroger. La Grèce antique, Athènes. Athènes était la plus puissante des cités-États. Elle portait ce nom pour honorer la déesse Athéna, déesse de la sagesse, symbolisée par un hibou et protectrice d'Athènes. Parmi les nombreux héritages de cette période, on trouve le système politique démocratique mis en place à Athènes vers les années -500. Ce sont les Athéniens qui inventent la démocratie, c'est-à-dire le régime politique où c'est le peuple qui a le pouvoir et non un roi.
Le mot politique, c'est un mot dérivé du grec polis, qui signifie cité. Même si le système politique d'Athènes présente une avancée par rapport aux autres systèmes de l'époque, il comporte encore des inégalités. Selon un recensement du 5e siècle avant Jésus-Christ, la population d'Athènes représente environ 250-300 000 personnes. Cette population est divisée en catégories. Il y a d'abord les citoyens, qui ne sont que 10% de la population. Ce sont les hommes adultes, nés de parents athéniens, libres. Et seul un citoyen a le droit de posséder une terre ou une maison. Le citoyen est mieux protégé par la loi que les autres habitants, mais il a des obligations militaires, il doit servir dans l'armée, et des obligations financières, divers impôts à payer. La vie politique prend une grande partie de son temps. Puis il y a tous les non-citoyens. D'abord les femmes, qui n'ont aucun droit politique, ni même juridique, ce qui signifie qu'elles ne sont pas reconnues par la justice. Une femme est en effet toujours placée sous l'autorité d'un tuteur masculin, son père, son mari, un frère, un fils, etc. À noter que les femmes peuvent jouer un rôle, parfois important, mais principalement dans les manifestations religieuses. Femmes et enfants de citoyens, c'est environ 40% de la population. Il y a aussi les métèques, personnes non athéniennes vivant en permanence à Athènes. Elle paye des impôts, mais n'a aucun droit politique. Puis les affranchis, d'anciens esclaves qui ont obtenu la liberté, ils payent des impôts, mais n'ont aucun droit politique. Métèques et affranchis forment environ 20% de la population. Enfin, l'esclave. C'est une personne considérée par la loi comme un bien matériel, donc comme une chose appartenant à son propriétaire et n'ayant aucun droit. 30% de la population athénienne est formée d'esclaves. C'est en gros une personne sur 3, et ça fait beaucoup, surtout si on se souvient que les citoyens sont à peine une personne sur 10. À Athènes, il y a une colline qui surplombe la ville, c'est l'Acropole. Et au sommet de l'Acropole, le plus célèbre bâtiment grec, le Parthénon. C'est un temple dédié à la déesse Athéna et construit en gros vers les années moins 500. Les Athéniens ne vivaient pas sur l'Acropole, ils habitaient des maisons, des logis dans la ville, en dessous de la colline. L'Acropole était réservée pour les bâtiments les plus importants. L'un des grands dirigeants d'Athènes fut Périclès. Vers moins 440, il était l'homme le plus influent de la ville. Défenseur de la démocratie, soutien des pauvres, il leur permit de participer activement à la vie politique de la cité. Le roi Minos et Hippolyte, bien sûr, d'après les recommandations d'Hadès et de Perséphone, ont décidé d'organiser une fête. Peut-être reconnaîtrez-vous quelques pas et quelques airs. Au contraire, cela donne envie de s'amuser. Comment oses-tu dire cela? Voudrais-tu me trahir? Ne le prends pas comme ça, mais nous aussi on devrait participer. Effectivement, sinon ils vont avoir des doutes nous concernant. Alors, allons-y les amis, tapons des mains et exclamons-nous.
Nous avons bien avancé. Ça dégourdit les jambes, c'est sûr. Maintenant, allons nous coucher. Je t'attendrai, Hippolyte. Oui, oui. N'oublie pas non plus tout ce que tu sais. Les amis, buvons. Buvons. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et mangeons. Mangeons. Qu'est-ce qu'il y a, reine Hippolyte? Tu n'as pas faim? Non. Dis-nous tout, Hippolyte. Cela a l'air d'être important. Nous pouvons comprendre. Nous avons déjà affronté de grandes difficultés. Bon, alors voilà. Vous êtes victime d'un complot perpétré par Hadès, déguisé en Dédale, et sa femme Perséphone en Eucatia. Ils ont libéré les titans pour détruire les dieux olympiens. Comment? C'est pour ça qu'il les a libérés? Vous étiez au courant? Nous ne pouvons rester là sur l'enfer. Nous devons aller les affronter. Mais c'est peut-être un piège. Et puis tu es Yves. Pensez-vous, ils sont 7 titans, Hadès et Perséphone, Et nous ne connaissons même pas le chemin. le monde entier court un grave danger à cause de ces monstres. Nous n'avons pas le choix. Nous devons les arrêter. Je suis d'accord, nous devons nous battre. Très bien. Alors, suivez-moi. Attends, ne pars pas. Et prends ceci, cela pourra être utile. Je te laisse à présent. Ô Ecclésia, ô public, je t'exhorte maintenant d'écouter cet enseignement afin que plus tard je puisse t'interroger. La Grèce antique, le mont Olympe. D'après la mythologie grecque, les 12 dieux les plus importants vivaient sur l'Olympe, la plus haute montagne de Grèce culminant à plus de 2900 mètres d'altitude. Il est l'un des rares endroits où la sécheresse ne brûle pas toute végétation et le sommet est même recouvert de neige la majeure partie de l'année. Ces dieux qui y vivent, on les appelle les Olympiens. Mais il ne faut pas confondre le mont Olympe avec la ville d'Olympie où se déroulent les Jeux Olympiques. La montagne se trouve au nord tandis que la ville est située au sud. On décrit cet endroit comme étant un jardin secret où les dieux et les déesses se cachaient des mortels tout en haut du sommet. Sommet caché par les nuages et donc invisible aux yeux des hommes. Les Grecs imaginaient l'endroit protégé des intempéries telles que la pluie, la neige ou le vent et que les dieux y vivaient dans un parfait bonheur. Les premiers dieux à s'installer sur l'Olympe furent Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia et Héra. Puis se joignirent à eux d'autres dieux comme Apollon, Artémis, Athéna, Arès, Héphaïstos, Hermès, Dionysos. Tout ça, ça fait plus que 12, mais c'est parce que les auteurs ne logeaient pas tous les 12 mêmes dieux sur l'Olympe. C'est une chose à comprendre sur la mythologie grecque. Tout ça est très ancien. Les sources, c'est-à-dire les documents de l'époque qui nous renseignent directement, ne sont parfois pas si nombreuses, mais tout de même suffisamment pour qu'il existe souvent plusieurs versions. Les choses ne sont pas racontées pareillement selon les auteurs, les époques ou les lieux. Donc, dans la mythologie grecque, il peut y avoir de petites différences, et même parfois des différences importantes, sur quel dieu fait quoi, où, avec qui et à quel moment.
Selon les Grecs, les dieux vivaient donc heureux dans l'Olympe, passant leur journée à se reposer, à manger la nourriture divine, l'ambroisie, qui était apportée par des colombes depuis de lointaines contrées inconnues, et à boire du nectar qui les rendait immortels. Priver un dieu du nectar et de l'ambroisie est l'un des pires châtiments qui puissent lui être infligés. L'ambroisie est écrite comme une nourriture solide, mais pas toujours, c'est parfois liquide. Les dieux s'en badigeonnaient aussi le corps et pouvaient même en partager avec qui leur plaisait pour leur donner l'immortalité. Achille, le héros grec de la guerre de Troie, aurait été frotté tous les jours par sa mère, une déesse marine pas très importante, frotté donc avec de l'ambroisie. C'était l'un des secrets de sa toute-puissance. Pas le seul, car sa mère rêvait de le rendre invulnérable. La solution ? Le tremper dans les eaux du Styx, le fleuve des enfers. Mais comme il était tout petit, elle l'y plongea en le tenant par le talon. Puisque cette partie de son corps n'avait pas été plongée sous l'eau, c'était une partie vulnérable, son seul point faible. Aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un que quelque chose est son talon d'Achille, on veut dire que c'est son point faible. Achille mourra d'une flèche dans le talon. Les Grecs de l'Antiquité parlaient plutôt de cheville, mais passons. Et si vous vous demandez pourquoi les Grecs ne montaient pas par curiosité au sommet du mont Olympe pour voir les dieux, c'est parce que c'était interdit et d'ailleurs très difficile. Les premiers alpinistes à atteindre le sommet le firent en 1913, c'étaient des alpinistes suisses. Nous voici maintenant dans le labyrinthe qui a été conçu d'après les plans de Dédale. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez dans un instant. J'espère que cette lande d'Hippolyte les ramènera comme prévu. On la sacrifiera, elle aussi. Je l'espère aussi. Je ne fais confiance à aucun humain. Je les hais. Même toi, Minos. Je me demande. Ne soyons pas trop durs. Ne soyons pas trop durs. Ne soyons pas trop durs avec lui. N'oublions pas qu'il est sous le charme du sang du Minotaure. Et que de ce fait, il n'est pas vraiment lui-même. Je me demande combien de temps il peut survivre. Aucune importance. Dès ce soir, il nous sera inutile. On peut même le sacrifier lui aussi. Hyperion, es-tu sûr qu'ils sont en train de venir ici? Mon trésor est bien mêlé les filles qui sont entrées. Oui, bien sûr. Ils seront là dans quelques instants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis quelque temps, je vous trouve bizarre. Toi et Tétis, que vous arrive-t-il? C'est juste que nous aimerions retrouver notre toute-puissance. Si ce n'est que ça, alors soyez patient. Ce n'est qu'une question de temps. Allez, pas! Les humains arrivent! Vite, allons nous cacher! Waouh! Oh, mais c'est joli ce que tu as là. Où l'as-tu? C'est quelqu'un qui me l'a donné. Regardez, le colosse de Rhodes. C'est extraordinaire! C'était donc vrai? Athéisas, où vas-tu? Bravo Hippolyte! Dans un instant tu laisses, Athéisas est sous notre contrôle. Ce colosse fonctionne comme un talisman géant! Héraclès, tu es bien ivre. Viens prendre sa place si tu ne veux pas qu'on la tue. Non, Héraclès! Alors comme ça tu nous as trahis. Pourquoi cela ne m'étonne même pas? Cela ne fait rien. Tu mourras comme les autres. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Procédons au sacrifice. Hyperion, c'est à toi. Darkseid, dieu de la discorde, nous te sacrifions
Nous te sacrifions cet être divin afin que... Salut. Non, je vais le briser. Il n'y a plus d'obstacle. Afin que la lyre s'empare de lui. La lyre, que veux-tu dire par là? Je comprends ce qu'il veut me dire. La lyre. Mon corps se met à bouger tout seul. Quel est ce maléfice? Essayons de lutter ensemble. Ça ne fonctionne pas, j'ai beau essayer. Moi non plus, cette sensation est horrible. Mais que m'arrive-t-il? Je suis vivante. Nous sommes revenus à la vie. Cette lyre est une ancienne relique. C'est celle d'Hyperion. Mais la lyre, qui te l'a donnée? Je crois que c'est Hyperion. Hyperion, presque. Tu me déçois beaucoup. Pourquoi ris-tu? Tu as raison, je ne veux plus faire de mal. Surtout, ne t'arrête pas. Accélère le rythme. Cela va les conduire au centre de l'être humain, où ils seront perdus toujours. Le vrai Dédale n'a laissé que les plantes pour venir ici. Non, ne fais pas ça. On te donnera des milliers de richesses. La vraie richesse vient du cœur. On a réussi! Là, c'est Vous demandez peut-être ce qui est arrivé au vrai Dédale. Eh bien, voilà ce qu'il faisait pendant qu'il était enfermé dans le labyrinthe. Minos peut bien nous interdire la terre et la mer. Le ciel nous reste ouvert. C'est par là que nous trouverons notre chemin.
S'il tient la terre sous ses lois, l'air ne lui appartient pas. Ayant dit ces mots, il plaça plusieurs plumes, les unes près des autres, en commençant par les plus courtes, et les attacha entre elles avec du lin et de la cire, puis les courba légèrement comme des ailes d'oiseaux. Icare, pendant ce temps, tournait autour de son père en chantant, touchant tantôt le duvet de plume, tantôt la cire dorée. Une fois les deux paires d'habits dessinés, l'une pour lui, l'autre pour son fils, Dédale les attacha au dos d'Icare et lui donna ses conseils. Ne sors pas de l'espace situé entre la terre et le ciel. Trop bas, ton plumage risquerait d'être alourdi par l'eau. Trop haut, tu serais dévoré par la brûlure du soleil. Mon fils, m'as-tu bien compris? Prends-moi pour guide et tout ira bien. Tu me le promets? Icare promit, impatient de s'élancer dans le ciel. Tu devras attendre, cependant, demain matin, l'heure la moins chaude de la journée, pour t'élever avec moi. En attendant, retire tes ailes et couche-toi. Tu vas prendre toutes tes forces demain. Et ils s'endormirent, attendant l'aube, avec impatience. Le matin, Dédale fixa les ailes au dos d'Icare et l'embrassa pour la dernière fois. Puis il attacha les siennes et se lança dans le vide, suivi de son fils. Les voici tous les deux dans le bleu du ciel, passant au-dessus du labyrinthe, puis du palais de Minos, survolant les champs où laboureurs et bergers croyaient voir des dieux veillant sur les humains. Mais non, c'était Dédale et Icare survolant la mer, désormais en direction de la Sicile, dépassant les îles de Samos, Délos et Pathos. Et toujours devant, Dédale se retournait fréquemment pour surveiller le vol de son fils, qui se tenait derrière et suivait ses instructions. Hélas, pour très longtemps. Tout en battant des bras, Icare réfléchissait. Pourquoi toujours devrais-je obéir, se demandait-il? Pourquoi voler bas comme les étourneaux et non pas en hauteur comme l'aigle royal? Regardant en bas le manège des petits hommes qui rendent misérablement sur terre, pourquoi ne pas m'élever plus haut dans le ciel et voir le domaine des dieux? Alors, l'imprudent, fier de son vol audacieux, abandonna son père pour s'élancer plus haut, toujours plus haut. Mais par la force de sa rayons, le soleil dont Icare se rapprochait ramollit la cire qui servait de lien à ses ailes, si bien qu'elle se mit à fondre, les ailes avant la plume. Icare agita alors ses bras, mais n'ayant plus de plumage et le soutenait comme de rames, il n'était plus capable de voler. Sa bouche prononça le nom de son père 3 fois, mais Dédale ne l'entendit pas. Ce fut ses dernières paroles avant de tomber dans la mer. Bravo à vous, Sicare et Antiope. Bravo à toi, mon fils, Héraclès. Ainsi qu'à vous, Hippolyte, Pélagie, Andromaque et Hippodamie. Vous avez voulu sauver votre village de ce terrible drame. Merci à toi, Athéisas, qui as risqué ta vie pour sauver des gens que tu ne connaissais même pas. Ce n'est rien, c'est dans ma nature d'aventurière. Ton courage est exemplaire. Nous allons ramener le colosse sur son île d'origine. Quant à vous, Hippolyte et Minos, nous allons vous raccompagner en Crète. Vous régnerez de jours heureux. Désolé, Minos, mais notre mariage n'en était pas vraiment un. Je vais plutôt aller avec Héraclès, il est plus... Oui, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, j'en avais marre de toi. Ah, l'amour est un oiseau rebelle qui n'a jamais connu de loi. Alors, si vous n'avez plus rien à dire, nous allons vous renvoyer. Attendez, ô grand Dieu, qu'y a-t-il? Nous souhaitons que vous rameniez avec vous Hyperion et Thétis, car ils nous ont aidés. Elle dit vrai, sans eux, nous n'aurions pas pu déjouer les plans d'Hadès. Êtes-vous tous du même avis? Oui! Alors qu'il en soit ainsi! Lorsque le monde est menacé, Que la situation est désespérée, que les plus faibles d'esprit ont abandonné et que dans nos derniers retranchements nous sommes amenés, gardons la foi. L'insurmontable peut être surmonté.
simplicité. Dans la patience, l'humilité et la tranquillité, Jusqu'à ce que l'ordre et la paix soient retrouvés. dans la bravoure, dans la sagesse et dans l'humilité. Dans le rôle de Tétis, qui a remplacé une semaine avant une autre personne. Tétis, la titanide, des créatures marines. Nous avons Jeanne, un immense et excellent Jeanne. Dans le rôle de Théia, la titanide, des métaux qui peuvent vous trancher en 1000 morceaux. Attention dans la cuisine. Nous avons Daphné. Thémis, titanide de la justice, une justice implacable. Nous avons la gymnaste Charlie. Dans le rôle de Réa, titanide des générations. Réa qui jadis régnait sur l'univers et qui est mère de Zeus, d'Hadès et de Poséidon. Maya! Dans le rôle de son époux, Chronos, titan du temps, qui a tué son père Uranos pour prendre le pouvoir à sa place. Nous avons Timothée. De Mnémosyne, titanide de la mémoire, qui peut vous l'enlever comme vous la ramenez. Si vous avez des soucis, contactez-la. Nous avons Héloïse. Dans le rôle d'Athéisas, la capitaine qui vous dit monter à bord les cocos, nous avons Apolline. Minos, qui veille sur son peuple, la Crète. Minos, le brave. Nous avons Noah. Dans le rôle de Pélagie, la petite potière, qui n'a pas hésité à prendre le bateau pour aller sauver son peuple et chercher les héros, nous avons Méline. Une des sœurs marchandes, qui elle aussi n'a pas hésité à suivre Pélagie pour aller chercher les héros. Nous avons Cléophée. Dans le rôle d'Andromaque, la sœur d'Hippodamie qui est allée avec elle chercher les héros et qui s'est battue à la fin. Nous avons Zoé. Dans le rôle du grand Héraclès,
le demi-dieu à la force gigantesque. Nous avons Timéo. Dans le rôle du terrible et charismatique Hadès, dieu des enfers, nous avons Adnan. Dans le rôle de son épouse, reine des enfers, qui lui susurre à l'oreille des choses pour contrôler l'Olympe, nous avons Alice. Dans le rôle de l'héroïne Antiope qui a remplacé au dernier jour, elle est l'Amazone la plus rapide, nous avons Léane, un grand merci. Dans le rôle de l'autre héroïne, Nessica, la fille de Alkinos, le roi des Phéaciens, et aux 1000 stratégies, nous avons Romane qui elle aussi a remplacé le dernier jour. Dans le rôle de la charismatique reine Hippolyte qui a assuré dans son rôle et qui vous a délivré le message de l'histoire de Dédale, nous avons Cassiopée. Dans le rôle de la personne qui a créé une grande partie des décors, qui a aidé à la mise en place dans les transitions des pays de la société et dans beaucoup d'autres endroits, Blondine. Dans le rôle de monsieur le régisseur, qui nous a appliqué des milliers d'effets sortis de l'Olympe et des ténèbres comme maintenant, Fabrice. Dans le rôle de Hyperion, le titan de la lumière céleste, dont le nom signifie celui qui est au-dessus, Alexis. Et dans la mise en scène, la création du texte, la création musicale et toutes les créations, charmante créature, acclamée dans les exercices et les tempêtes, les parents. Merci aux amis d'être venus. Contrôle surprise sur la Grèce antique. Des questions. Et effectivement, vous avez été beaucoup renseignés pendant ce spectacle et maintenant il va falloir me rendre des comptes.